hypothermie. Ok. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon? Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Et là maintenant? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La glace est donc si fragile, voire complètement inexistante par endroits, que Mike et Borghi ne peuvent plus progresser uniquement avec leurs skis. Ils doivent donc utiliser des bateaux gonflables pour traverser ces étendues. Le 15 octobre, le soleil se couche autour du pôle pour une période assez longue, puisque c'est une période de 6 mois, c'est ce que l'on appelle la nuit polaire. Mike et Borghi le savent, chaque jour, ils auront désormais de moins en moins de lumière. Ils doivent donc utiliser des lampes frontales pour s'éclairer. Or, progresser dans l'obscurité la plus totale devient quand même de plus en plus compliqué, surtout lorsqu'il faut franchir des zones de compression inattendues. Des zones de compression, c'est quand la glace dérive. On dit qu'il y a une masse de glace qui arrive depuis Canada et puis une masse de glace qui arrive depuis la Russie. Et ces deux masses de glace deviennent en collision une avec l'autre et la glace casse. Donc lorsque la glace se fend, elle forme des murs à franchir. Ça veut dire que des zones de compression, maintenant, deviennent de plus en plus grandes. Et de traverser cette zone de compression avec la luge qui pèse 160 kg et en ski pendant la nuit, ça a compliqué des choses en 2019. Le 19 octobre, Mike et Borghi se rapprochent, ils ne sont plus qu'à 200 km du pôle Nord et ils rencontrent pourtant encore de la glace brisée. En fait, pour faire très simple, ils ne reconnaissent plus rien de la banquise qu'ils avaient rencontrée il y a 13 ans. Selon un récent rapport de l'AMAP, la région qui entoure le pôle Nord se réchauffe en fait 3 fois plus vite que le reste de la planète. Conséquence, l'épaisseur de la banquise a quasiment été divisée par 2 depuis 2000 et là où elle faisait 3 mètres, elle ne fait en 2019 plus qu'1,50 m, voire seulement quelques centimètres par endroit. Mike et Borghi marchent donc 7 à 8 heures par jour sur une glace qui peut se briser à tout moment. En dessous d'eux, sous la glace, 3000 mètres d'eau à moins de degrés. La concentration est donc extrême. Au fur et à mesure qu'on avance vers les pôles, il commence à faire de plus en plus froid, de plus en plus nuit. On devient fatigué. L'état d'esprit des deux explorateurs change alors. Au lieu de profiter des paysages, ils ne se préoccupent plus que des dangers potentiels, les yeux rivés sur les menaces. Dès qu'on sort de cette zone de confort, où tout d'un coup, tu ne veux plus une voiture, tu ne veux plus une maison, tu n'as même pas envie de marcher, et tu penses qu'à rester vivant et d'avancer, tu ne parles plus. Toutes les 90 minutes, Mike et Borghi prennent donc une pause, mais une pause pendant laquelle ils ne se parlent pas afin de conserver leur énergie. En arrivant tout près du pôle, on a marché 11 jours pour faire 1 degré. Ça veut dire qu'un degré, c'est 60 000. Et 60 000, normalement, on fait en 4 jours. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on mettait la tente à la fin de la journée et puis on reculait jusqu'à où on a commencé les jours d'avant. Et puis on a fait pendant 11 jours des allers-retours. Et ça, on voit très rarement.
on a vu très rarement en 2006. Le 29 octobre, 35 jours après avoir été déposés sur la banquise, Mike et Borghi parviennent enfin à atteindre le pôle Nord. So, Borghi, we just reached the pole. Yeah, congratulations. Oh, congratulations, big man. Le truc, c'est qu'ils ont encore 1000 km à parcourir jusqu'à l'archipel norvégien du Svalbard. C'est là-bas que le voilier de Mike Horn, le Pangaea, doit les récupérer. Mike et Borghi comptent alors sur le refroidissement des températures pour que la glace s'épaississe et donc ils espèrent que la seconde moitié du trajet sera plus simple. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. Une météo défavorable, une tempête, au-delà de ça, le stock de nourriture qui s'épuise à cause du retard et pour ne rien arranger, quelques erreurs d'inattention qui mettent les deux explorateurs en très grave danger. Le 22 novembre, le traîneau de Borghi reste coincé dans la glace et en tentant de le dégager avec la pression exercée, eh bien, la glace va tout simplement céder sous son poids. Une situation comme ça, tu dois essayer tout de suite d'enlever ta luge, enlever les skis, préparer la corde, lancer la corde vers quelqu'un qui a tombé dans l'eau pour qu'il chope la corde et que tu peux le tirer dehors. Mais si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas juste approcher parce que la glace va casser et après, parfois, deux dans l'eau, c'est pas l'idéal. Après une grosse frayeur, Borghi parvient à s'extraire de l'eau. L'humidité n'a heureusement pas traversé ses vêtements et il va se rouler directement dans la neige. Alors pourquoi se rouler dans la neige? C'est ce que l'on appelle le freeze drying. C'est une méthode de séchage par le gel. L'humidité est absorbée et gelée par la neige et la neige gelée peut ensuite être enlevée des vêtements. 3 jours plus tard, c'est au tour de la météo de jouer contre eux. Les deux explorateurs sont en fait bloqués par une tempête qui les contraint de s'arrêter et de se réfugier dans leur tente. Ils prennent donc encore du retard sur le plan initial. Mike et Borghi n'ont alors qu'une semaine de nourriture en stock, 7 jours donc, pour parcourir 150 km. C'est donc à ce moment-là une véritable course contre la montre qui débute. C'est jamais fini jusqu'à c'est fini. Quand on calcule la distance qu'on a marché et puis ce qu'on a fait, et puis on voit qu'on n'a plus assez de nourriture dans la luge, on sait qu'on doit faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour finir l'expédition. À ce moment-là, Mike et Borghi décident d'intensifier le rythme et malgré l'épuisement, ils marchent désormais 6 heures supplémentaires chaque jour. Parce que dans une semaine, quand c'est fini pour nous. Mais maintenant, on peut faire encore une différence. En ajoutant ces 6 heures, que chaque 4e jour, on gagnait 1 jour de nourriture. Et on ne dormait pas, on ne dérivait pas. En parallèle, les deux explorateurs font aussi un choix plutôt contre-intuitif. Ils décident de manger encore plus qu'avant. Normalement, quand tu es un peu dans la merde comme ça, tu penses à « ok, je dois manger la moitié de la ration ». Mais à ce moment-là, tu vas devenir faible. Tu es déjà faible. Il fait trop froid, il fait nuit, tu es fatigué. Et c'est là où je dis, Borghi, on doit presque manger une double ration pour que maintenant on peut avoir l'énergie d'avancer. Fin novembre, malgré les efforts des deux explorateurs, l'entourage de Mike Horn envisage quand même d'aller les secourir en hélicoptère. L'hélico, oui, c'est une option, mais non, pas dans ma tête. Peut-être dans la tête de mes filles qui voulaient garder leur papa vivant. Mais sur la glace, pour moi, c'était vraiment la seule solution, c'était à pied jusqu'à la fin. Et si j'arrive pas à la fin, je ne mérite pas de traverser du pôle. Mais début décembre, après 80 jours sur la glace, le traîneau de Borghi se casse. Les deux explorateurs n'ont alors aucun autre choix que de s'arrêter pour essayer de le réparer. Ce qui est assez inquiétant pour 2 raisons. Déjà, le peu de nourriture qu'il leur reste et au-delà de ça, tout le chemin qu'il leur reste à parcourir. Amaigris, Mike et Borghi ont chacun perdu entre 10 et 15 kilos
Et fatigués, ils comprennent qu'ils ne parviendront pas à atteindre le Pangaea. À ce moment-là, ils décident donc de rentrer en contact avec un bateau norvégien, le Lancer. Et ce bateau, le Lancer, est prêt à les récupérer. S'il est pris dans la glace, il va résister un petit peu plus longtemps. Je savais sur Pangaea, c'était ma famille, mes amis, les gens qui vont tout faire pour venir me sauver. Je ne voulais pas mettre leur vie en péril pour ma vie. L'équipage du Lancer et les deux explorateurs se donnent donc rendez-vous à une latitude de 82 degrés nord. Pour le rejoindre, Mike et Borghi doivent encore parcourir quand même 90 km en 3 jours. Et lors des derniers kilomètres, une erreur d'inattention met en péril la vie de Mike. On a 2 jours à faire jusqu'au bateau. On sait qu'on peut rester un jour et demi sans nourriture. On a une chance d'arriver vivant. Au pôle Nord, il n'y a pas de lumière. Il y a les étoiles, il y a la lune, mais il n'y a pas la lumière artificielle. Et de loin, d'environ 26 km, je voyais la lumière du bateau. Je marche devant dans la direction de la lumière, et puis du vent souffle, la neige était posée sur l'eau, et je ne voyais pas la différence entre la neige posée sur la glace et la neige posée sur l'eau. Et tout d'un coup, c'est comme quelqu'un tire un tapis et tu n'as plus rien sur tes pieds. Et pouf, la glace casse et tu tombes dans l'eau. À cause des skis, Mike est tiré au fond de l'eau. Il tente par tous les moyens de garder la tête à la surface et à l'extérieur. Son coéquipier, Borghi, accourt pour l'aider. Et je l'ai écrit qu'il doit arrêter parce que si moi j'ai tombé dedans, lui aussi va tomber dedans. Et puis, de mort, ça ne vaut pas la peine. C'est moi qui ai fait l'erreur, c'est moi qui dois payer. On essaie toujours de faire quelque chose qui peut faire une petite différence. Mais dans la situation où je me trouvais, c'est mettre ta tête dans l'eau, sors tes skis et tu peux rester vivant. Si tu ne fais pas ça, tu meurs. Comme les gens me demandent si j'ai peur. Mais c'est sûr que j'ai peur. Mais la peur, c'est ma maison. La peur, c'est là où j'habite. La peur, ça me donne cette sensation d'être vivant. En se mettant en arrière, Mike parvient finalement à se dégager et à sortir de l'eau. Son état est critique, mais il sait qu'il a encore une chance d'atteindre le bateau. Au moment où ils repartent, nouveau problème, de l'autre côté, le Lancer est pris dans la glace et ne peut plus continuer à avancer vers Mike et Borghi. Deux explorateurs norvégiens de l'équipage, Alexander Gam et Bengt Trotmo, quittent alors le bateau en ski de randonnée et avec des réserves de nourriture pour aller les secourir. Et le 6 décembre, les 4 explorateurs se rejoignent enfin. Et c'est justement là où, pour la première fois, pendant cette expédition, on voyait 2 autres êtres humains après 3 mois sur la glace. Marcela habite au Brésil. Grâce à vos recherches en ligne avec Ecosia, elle gagne sa vie dans sa région natale et contribue à reboiser des paysages dégradés. Soutenir Marcela, c'est soutenir notre planète. Pour en savoir plus sur l'impact des arbres dans la vie de Marcela, rendez-vous sur la chaîne d'Ecosia. Hey guys! Hello! How you doing? On a vécu seul au milieu de ces nuits noires où il n'y a personne. Et là, en voyant les gens, on sait qu'on a une chance d'arriver. 24 heures plus tard, les 4 explorateurs regagnent enfin le Lancer. À ce moment précis, il ne restait à Mike et Borghi qu'une seule ration de nourriture. C'est donc, vous l'imaginez, un immense soulagement. J'ai été exactement où je voulais être à ce moment-là. J'ai traversé le pôle Nord. On a fait quelque chose qu'aucun être humain a fait sur notre planète. Il y avait plus de gens qui ont marché sur la Lune qui ont traversé le pôle Nord.
Cette expédition en Arctique a été l'expédition la plus difficile de la carrière de Mike Horn et les difficultés d'ailleurs